Bonjour et bienvenue à cette sixième capsule du parcours coop, section finance et comptabilité. Dans cette capsule, il est question des prévisions financières, donc les hypothèses à la base de ces prévisions et les outils prévisionnels. Donc, nous invitons comme d'habitude à noter vos questions et à les ramener lors de la séance en direct. Donc, les fonctions des prévisions financières. Premièrement, on voit la plupart du temps les prévisions financières comme un outil de financement. Donc, les partenaires financiers ont besoin d'une démonstration du potentiel de viabilité des entreprises. Ils sont subventionneurs, s'ils sont subventionneurs, ils veulent aider des bons projets. S'ils sont prêteurs, ils veulent en plus revoir leur argent pour l'investir ailleurs. Donc, c'est aussi un outil de reddition de comptes ou de gestion. Pour bien gérer, il faut savoir où est-ce qu'on va. Donc, faire des prévisions, comparer avec le réel. Donc, voir comment on atteint nos objectifs ou pas et quels correctifs on peut faire. Et autant pour la gestion courante que pour notre conseil d'administration ou pour des partenaires financiers. Puis surtout, ça nous permet de répondre à des questions de base. Est-ce que nous serons rentables? Quel niveau peut-on et veut-on atteindre? Quelles seront les liquidités nécessaires? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils sont suffisantes pour profiter de cette rentabilité-là? C'est quoi les scénarios de développement possibles? C'est quoi l'influence de nos décisions stratégiques? Donc, toutes des questions auxquelles les prévisions financières peuvent répondre. Premièrement, les prévisions sont basées sur des hypothèses. C'est donc la base, c'est le lien entre les éléments qualitatifs. Vous avez vu dans dans tout le marketing, tout le côté ressources humaines, les productions, donc tout le plan d'affaires, tous les éléments qualitatifs du plan d'affaires se traduisent en hypothèses pour faire la transition vers les chiffres. Donc, on justifie les chiffres qui vont être présentés, on explique. On y revient. C'est évidemment, on fait des hypothèses pour les variables significatives. Le budget de photocopie, ce n'est pas une variable significative. Ça va être plutôt regroupé dans frais de bureau. Les ventes, les salaires, les matières premières, les loyers, tous les frais significatifs vont évidemment, ou les revenus significatifs vont faire l'objet d'hypothèses. Les autres, on va les regrouper dans des postes plus typiques, je dirais, comme les frais de bureau. Donc, certains éléments dans nos prévisions sont connus et quantifiés. Certains éléments sont inconnus et doivent être évalués. Donc, on doit cependant demeurer prudent dans nos évaluations. Attention aux excès d'optimisme. On doit faire attention à ne pas faire des ventes qui sont irréalistes. Il faut vraiment être bien documenté là-dessus. S'assurer, comme je disais dans la capsule précédente, que les prévisions sont réalisables avec les ressources disponibles ou qu'on va engager les ressources qu'il faut. Donc, s'assurer que tout ça est réaliste. Souvent, on va réduire les revenus un peu et les augmenter un peu les dépenses pour être le plus conservateur possible et le plus prudent possible. Ensuite, 3 types d'hypothèses. Il y a les hypothèses basées sur des données réelles, d'autres qui sont basées sur des données historiques et d'autres sur des études et des analyses. Je vous les explique à l'instant. Donc, ce qui est basé sur des données réelles, on va s'en servir pour des entreprises qui sont déjà en opération ou en démarrage, mais qui ont des contrats fermes, des ententes signées, des politiques internes adoptées. Donc, c'est des données réelles, vérifiables et donc très fiables. Par exemple, un revenu de sous-location, l'hypothèse serait les revenus de sous-location sont basés sur un bail signé en date due et déposé en annexe du plan d'affaires, par exemple. Les intérêts sur la dette à long terme, c'est une dépense qui est selon le contrat conclu avec l'institution financière. Donc, c'est des choses qui sont quantifiées et qui sont très, très fiables. D'autres exemples, une politique salariale, un contrat avec un client, une entente de service avec l'État, par exemple, dans une entreprise d'insertion, ce genre de contrat qu'on sait qu'au moins, pour la durée du contrat, c'est fiable. Donc, une hypothèse sur des données réelles. Ensuite, les données historiques. Pour ça, évidemment,
faut avoir au moins 3 ans d'existence, avoir une certaine stabilité, parce qu'on se fie sur notre passé pour projeter dans le futur. Donc, plus de 3 ans, pas très fiable en bas de ça. Donc, on peut regarder, par exemple, les projections de croissance, les différents éléments, comment se sont comportés nos éléments financiers dans les dernières années. Donc, des études internes de données financières projetées dans le futur. Par exemple, je donnais l'exemple dans la capsule précédente pour la marge brute qui était montée à 40 % puis qui s'était maintenue pendant 3 ans à 40 %. Bien ça, si on veut faire une hypothèse historique, on peut projeter dans le futur que ça va rester à 40 % parce qu'on sait qu'il y a un bon contrôle des coûts. Donc, c'est une hypothèse basée sur des données historiques. Même chose, si ça fait 3 ans qu'on a 6 % de ventes, d'augmentation des ventes, on pourrait présumer, si le contexte ne change pas trop, que une croissance des ventes de 6 % dans les prochaines années serait fiable, donc serait réaliste. Donc, c'est relativement fiable. Donc, comme je disais tout à l'heure, selon la croissance moyenne des 3 dernières années, le coût des ventes ou la marge brute, selon le pourcentage moyen des 5 dernières années. Puis évidemment, il y a toutes sortes de choses. On pourrait aussi, par exemple, on parle de la superficie d'un local. Le local double, donc on peut, dans le passé, notre local a tout le temps coûté X en taxes. On prend 2 fois plus on prend un local 2 fois plus grand, on pourrait présumer que c'est X fois 2. Donc, basé sur le passé, mais ça peut s'ajuster évidemment au contexte futur. D'autres hypothèses qui sont basées sur des études et des analyses. C'est évidemment pour des pré-démarrage ou des nouveaux projets. On n'a pas d'historique, on n'a pas de données réelles, mais on fait des études donc à partir de données primaires, secondaires, évaluation. Fiabilité variable. Évidemment, cette fiabilité-là dépend de qui fait l'étude, comment c'est de la méthodologie, donc il faut être très fiable. Si on prend une étude de marché pour évaluer les ventes, ben, il faut s'assurer que les données sont très fiables et ancrées dans la réalité le plus possible. Des études Internet sur le comportement de tel marché, il y a beaucoup d'étapes entre cette étude-là et se rendre à des prévisions financières, par exemple. Donc, les hypothèses doivent être très, très rigoureuses parce que c'est surtout ce type-là d'hypothèse que vous allez avoir à utiliser. Vous allez devoir faire des évaluations et étudier votre marché, étudier vos coûts parce que vous n'avez pas de passé à votre entreprise. Vous allez peut-être avoir quelques contrats qui vont pouvoir faire des hypothèses sur des données réelles, mais vous allez principalement vous servir d'hypothèses basées sur des analyses ou des études. Les hypothèses, ceci dit, sont souvent hybrides. Donc, on va avoir une partie, je parlais tout à l'heure on a un projet qui s'en vient, donc on évalue qu'on va doubler nos taxes municipales, mais on a un passé. Donc, c'est entre études et analyses et données réelles. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire des hypothèses. Puis, évidemment, on va vous accompagner là-dedans. Il va falloir, évidemment, que vous ayez quelque chose derrière vos chiffres. Donc, des hypothèses le plus fiables possible. Assez brièvement, donc je vous ai donné des exemples tout à l'heure. D'autres exemples, vente de nouveaux produits selon l'étude de marché, l'énergie selon les études de la consommation moyenne du secteur d'activité. C'est des exemples de formulation d'hypothèses. Ensuite, les outils prévisionnels. Il y a différents types d'outils prévisionnels, mais il y a des éléments essentiels qui doivent être tenus en compte. Donc, les partenaires financiers veulent habituellement 3 ans et vont demander les états des résultats prévisionnels, ça s'appelle de nos états financiers, le bilan prévisionnel, qui est exigé surtout dans le cas de prêt. Les partenaires aiment bien voir la situation financière dans 1 an, 2 ans, 3 ans, comment la coopérative va être au niveau financier. Et le budget de caisse, qui lui sert à présenter tous les encaissements et les décaissements mensuels pour voir le niveau de liquidité à chaque mois. Donc, évidemment, le besoin de liquidité. Puis on va le voir en séance directe avec l'outil prévisionnel que je vais vous présenter. Donc, budget de caisse sert aussi à prendre des décisions stratégiques. Par exemple, en février,
tout de suite après Noël, certaines entreprises n'ont pas les liquidités encore pour faire des acquisitions d'équipements. Ils vont plutôt attendre à la reprise de la saison pour avoir leur argent. Et puis un budget de caisse nous permet de voir quand est-ce qu'on va pouvoir prendre ces décisions-là. Deux types d'outils prévisionnels. Évidemment, il y en a des tonnes, mais j'ai classe en deux types. Donc, les chiffriers qui sont déjà faits. C'est des chiffriers qui vous sont présentés, vous n'avez qu'à remplir des cases et ça donne des états financiers prévisionnels. Ils ont des avantages parce qu'ils sont d'être faciles à utiliser, efficaces, les instructions sont claires, on n'a qu'à entrer les chiffres. Toutefois, il y a certaines limites parce que c'est des états financiers qui ont peu de flexibilité. La plupart des postes comptables sont préétablis, sont rarement adaptés. J'en ai vu très peu qui étaient adaptés aux coopératives ou aux OBNL. C'est fait pour des démarrages dans du privé, des entreprises classiques, bâties seulement pour le financement. Donc, le suivi est difficile. Souvent, la plupart du temps, il faut que le financement soit fait avant le début de l'année. Donc, on a les mains un peu attachées, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement facile à utiliser si le contexte de notre entreprise le fait. Mais c'est difficilement adaptable à l'évolution de l'entreprise parce que c'est des formules, c'est assez complexe. Souvent, ces outils qui nous ont fournis par des partenaires financiers ou par PME Montréal, par exemple, sont bloqués, sont protégés. Donc, si on va jouer dedans, on pourrait détruire toutes les formules. Donc, c'est quand même, faut faire attention. J'essaie de voir si j'oublie pas quelque chose. Voilà. Il y a des chiffriers sur mesure. Évidemment, l'avantage, c'est un chiffrier qui est dynamique, qu'on peut adapter à l'évolution de l'entreprise s'il a été fait par la personne qui gère les finances de l'entreprise, si elle a été réalisée ou réalisée avec cette personne-là. Donc, elle peut la faire évoluer au fil de l'entreprise. Donc, elle est adaptée, évidemment, c'est du sur-mesure. Donc, c'est exactement les bons postes. C'est adapté à la réalité de l'entreprise. Donc, on peut faire des scénarios, on peut modifier les hypothèses, on peut jouer avec. Ce qu'on peut faire un peu aussi dans les chiffriers sur mesure, mais évidemment, dans les chiffriers déjà faits, mais les chiffriers sur mesure, on peut évidemment mettre le tout à notre main. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait du sur mesure, ça va être comparable à nos états financiers réels. Évidemment, la limite, c'est que ça prend des ressources spécialisées et une très bonne compréhension, une connaissance de Excel ou de la construction de chiffriers, Excel ou autre, et de la comptabilité de la finance. Donc, c'est le défaut de ces chiffriers sur mesure-là. Ils prennent beaucoup de ressources et peuvent coûter cher. Donc, ce qu'on a fait pour le parcours, on a réalisé un chiffrier maison qui est adapté spécifiquement aux coops de travail, peut s'adapter à d'autres coops, mais on l'a pensé vraiment pour ce type de coop-là. Et on essaie de voir le plus de scénarios possibles dedans. Donc, ça peut aller autant pour des très grosses coops que pour des coopératives plus petites. Il y a de la place pour des projets de 5 millions autant que pour un projet de 100 000 $. Donc, on va vous présenter ça plus spécifiquement durant la séance en direct qui va suivre. Merci beaucoup. On se revoit à la séance.